je pense que la première entreprise ou le premier milieu de travail commence par le foyer. Même si aujourd'hui, je représente une entreprise, je suis ici en tant qu'Orange, mais pour moi, le premier milieu de travail, c'est même à la maison. Donc, vous avez essayé de parler, de définir la diversité sur le fait de ne pas discriminer dans le domaine du genre ou de l'ethnie ou des mœurs ou de choix de vie. C'est vraiment un sujet très vaste, mais on se rend compte que chez nous, dans les milieux africains, dans les familles africaines, parfois la discrimination demeure même au sein des familles. C'est-à-dire on fait le choix d'éduquer certains enfants et pas d'autres. Donc avant même de parler du milieu de travail ou même de l'entreprise, déjà dans la famille, il y en a qui ne vont pas bénéficier de la même éducation ou du moins du même niveau d'éducation. Et ça, ça va déjà freiner le développement du monde de demain. Donc aujourd'hui, ce sujet est très vaste et très intéressant parce que c'est un éveil pour tout le monde. Nous devons déjà, au sein des familles, pouvoir traiter tous les enfants, peu importe qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils soient albinos, qu'ils soient avec handicap, on traite tous les enfants de la même manière. Ils auront accès à la même éducation pour donner à tout le monde les mêmes chances. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va évoluer dans le sujet. Madame Marie-Ange a parlé des entreprises et moi je parle de l'entreprise familiale. Voilà. Justement, par rapport à l'entreprise, comme vous savez, on est régi par les lois, à commencer déjà par la Constitution. Sans peut-être parler du mot diversité dans la Constitution, néanmoins, la Constitution de la RDC consacre la diversité déjà par des clauses qui excluent la discrimination. Donc j'ai fouillé un petit peu et j'ai retrouvé l'article 13 de notre Constitution. Je peux le lire rapidement, peut-être on peut réfléchir ensemble avec aussi le public par rapport à ça. Qu'est-ce que dit l'article 13? Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre manière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. On pourrait aussi rajouter ici au sexe, parce qu'il y a d'autres endroits dans les lois qui le disent. On voit déjà que finalement c'est circonscrit déjà dans la loi originelle, j'allais dire, qui est la Constitution. Et alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous êtes dans des grandes entreprises, comment est-ce que vous essayez d'appliquer ces préceptes de diversité dans vos entreprises respectives et peut-être dans le public aussi, si nous avons d'autres entreprises, comment est-ce que vous faites appliquer ça chez vous et qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes de productivité? Alors, chez nous, le groupe Les Sociétés Canal+, on fait partie du groupe Vivendi et c'est un enjeu en fait aujourd'hui de tout notre groupe d'accompagner la diversité. On a choisi deux axes en particulier, accompagner le genre et accompagner les personnes avec handicap. Mais effectivement, il y a plein de genres. On suit quand même pas mal d'autres ratios. Les employés de certains âges, en dessous, les plus jeunes en dessous de 25 ans et les plus âgés, on va dire au-dessus de 55 ans. Et donc, du coup, aujourd'hui, on essaie de maintenir des équilibres. Bon, on ne s'est pas fixé de ratio de quota,
mais en tout cas, on essaie d'accompagner des équilibres au sein de l'entreprise pour qu'on ait en tout cas une égalité des chances et une égalité d'évolution, autant pour les femmes que pour les hommes. On ne fait pas de distinction dans la fixation des rémunérations. Donc, c'est des compétences en tout cas qui permettent aux uns aux autres d'évoluer et de percevoir un certain niveau de rémunération. On a mis en place des process et des politiques d'évaluation et d'accompagnement des collaborateurs qui ne sont pas liés au genre, ni à un quelconque indicateur. On a essayé de rendre les critères d'appréciation objectifs, que c'est un des plus gros chantiers, en tout cas de la politique de gestion de la diversité. Et donc, du coup, on a mis en place toutes ces mesures-là. Il y a de la sensibilisation aussi du management pour qu'ils sachent mettre en avant les compétences et les performances individuelles, qu'ils sachent accompagner les différences des collaborateurs et que ces différences-là concourent en tout cas à la performance globale. Et on a aussi l'habitude, en tout cas, de féliciter, de mettre en avant les collaborateurs qui apportent, dont les idées individuelles, la culture apporte à l'ensemble. Puis enfin, on fait partie d'un groupe international, je pense que Mme Nancy va le dire aussi, on a une politique de mobilité interne qui est mise en place, qu'on a développée, autant au sein de nos différentes entités qu'au sein même de nos différentes activités. Et aujourd'hui, on donne la possibilité à tous nos collaborateurs, quel que soit le niveau, d'accéder à des postes, de postuler déjà, et puis d'accéder à des fonctions autant localement sur d'autres fonctions pour évoluer qu'à l'international. Donc, effectivement, on a, par exemple, sur les 2 dernières années, je pense qu'on a dû faire partir 5 collaborateurs congolais sur des filiales étrangères ou en France. Et pareillement, on a dû en recevoir 3 ou 4 aussi de filiales étrangères. Et en Orange, comment ça se passe? Oui, chez Orange, je risque de répéter un peu la même chose comme chez Canal+, parce que c'est vrai que dans les entreprises multinationales, la RSE est très suivie. C'est-à-dire c'est un peu une obligation, on n'a pas le choix, on ne peut que faire les choses de cette manière. Mais je pense que l'importance de ce forum, c'est surtout de parler des difficultés qui peuvent tout justement ralentir l'élan des entreprises qui peuvent avoir la bonne volonté de vraiment faire la bonne gestion de la diversité, mais qui n'arrivent pas à atteindre tout justement ces objectifs. Pourquoi? Parce que je commence par exemple, pendant le recrutement, on peut lancer un appel d'offres pour un poste. Sur 10 candidatures, on n'aura peut-être que 2 femmes. Sur 10 candidatures, enfin, il y a des gens qui n'osent pas assez, à mon avis. Donc ces personnes, parfois, se privent elles-mêmes de postuler. Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, parce que j'ai suivi le panel juste avant, il faudrait que ce soit l'ENEM ou même les institutions intermédiaires qui aident les personnes qui sont à la recherche d'emploi à finalement avoir de l'emploi, à faire de la bonne sensibilisation pour réveiller, que ce soit les jeunes, pour réveiller les personnes qui sont dans la demande. Les entreprises aujourd'hui ne font pas de la discrimination. Je ne dis pas que tout est parfait au sein des entreprises. Aujourd'hui, si je regarde le comité de direction d'Orange RDC, sur 14 membres du comité exécutif, 3 sont des femmes. Donc, on est à moins de 30%. Donc, c'est encore faible. Et si je regarde toute l'organisation, il y a beaucoup de femmes. On a 45% de femmes, mais dans les rôles de manager, de chef de département, on n'a pas beaucoup de femmes. Alors, c'est le rôle, c'est vrai, des ressources humaines, mais aussi des managers de pousser que ce soit les ressources qui se sentent un peu discriminées à évoluer, en les envoyant en formation, en les poussant pour les postes qui les exposent, pour sortir le potentiel qu'ils ont en eux. Mais c'est aussi la part de la ressource elle-même. Les personnes doivent oser, les personnes doivent se former pour tout justement être éligibles. Parce qu'une entreprise,
le capital humain pour une entreprise, c'est un investissement, c'est un asset. Ils ne vont pas investir sans être sûrs que demain, ils auront un retour sur l'investissement qu'ils viennent de faire. Donc, c'est sur les ressources qui valent de la peine qu'une entreprise met de l'argent. Donc, c'est vraiment ça. C'est pourquoi le bagage est très important. Les personnes qui sont à la recherche d'emplois doivent faire en sorte d'avoir les compétences qu'il faut. Pas forcément l'expérience, mais les compétences. Se former, se préparer pour entrer dans ce monde professionnel avec les compétences minimum qu'il faut. Une fois à l'intérieur, oser se lancer. Et du coup, la plupart des multinationales ont l'obligation de la RSE. Ils ne doivent pas faire de la discrimination. Maintenant, avant d'arrêter, j'allais aborder un sujet. Dans ce panel, il n'y a pas le représentant de l'État, par exemple. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de la Constitution, mais qui régule, qui surveille, qui veille à ce que les entreprises gèrent la diversité comme il se doit. C'est ça, en fait. Oui, c'est vrai. Ça aurait été intéressant de savoir comment est-ce que l'État voit la question. Ce que vous avez dit, c'était important. Vous avez parlé de la possibilité d'exister une fois qu'on accède à une institution, que ce soit publique ou privée. Mais le grand défi consiste à l'accès. Souvent, lorsque on entend les personnes qui sont exclues, c'est déjà le point d'accès, déjà au niveau du recrutement lui-même. L'Institut national de statistique a sorti une étude intéressante à l'échelle nationale en 2012, je pense qu'ils ont réactualisé ça en 2015, qui disait que le plus grand problème de l'accès à un emploi, c'est finalement le clientélisme. Parce que les personnes interrogées, et c'était vraiment une grande base qui avait été interrogée dans l'ensemble des provinces, environ 80% de ces personnes disaient qu'ils avaient eu leur travail à partir d'une relation personnelle, parce que c'était un oncle, parce que c'était une connaissance. Ça, à mon avis, et peut-être vous pouvez aussi répondre, ça constitue probablement un des obstacles majeurs du fait qu'on se retrouve avec une certaine communauté quelque part, parce que le DRH est de cette tribu, on se retrouve avec trop de femmes parfois parce que la DRH favorise. Enfin, il y a un problème en réalité aussi, même de la manière dont nos structures sont gérées en amont. Oui, effectivement, il y a un problème, mais comme Madame Nancy le disait tout à l'heure, déjà, on a besoin de l'appui de l'État à plusieurs niveaux. Déjà, au sein de la famille, enfin, je suis d'accord avec elle. Moi, par exemple, j'ai tenté des recrutements où, comme elle dit, 10 candidats, j'avais 2 candidates féminines. Au sein de la famille, déjà, dans le vivier même des demandeurs d'emploi, quand on cherche, aujourd'hui, on n'a pas assez de diversité. Ça commence au sein de la famille. Il faut encourager les familles à donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes, aux petits garçons comme aux petites filles. Et ça, c'est de la sensibilisation. C'est forcément un accompagnement de l'État qui va nous permettre d'y arriver. Deuxièmement, dans les écoles, il faut aussi encourager les jeunes étudiants et les jeunes enfants, enfin les jeunes adolescents, à oser des carrières, quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine. Et à se lancer, il faut leur apprendre, il faut les accompagner aussi à rechercher du travail. Il y a des CV qui sont reçus aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il y a du clientélisme, et puis il y a le fait que le postulant qui est accompagné par la voie du clientélisme, il est aussi guidé par quelqu'un qui est déjà dans le secteur, dans le milieu du travail. Et donc du coup, nous quand on cherche des collaborateurs aujourd'hui, on fait comme la loi le dit en fait, on demande à l'ONEM de nous proposer des candidatures. On fait passer des tests de manière objective à tout le monde et on attend les résultats et on choisit dans les candidats. Mais il faut de constater que les collaborateurs, en tout cas, les postulants, il y en a pas mal qui ont même des CV qui ne les mettent même juste pas en valeur.
Et passer cette étape, le CV quand même, c'est la première étape de la recherche d'emploi. Donc il y a vraiment un accompagnement, une intervention de l'État qui est nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut sensibiliser toutes les entreprises aussi sur les vertus de la diversification. Parce qu'il y a pas mal qui ne comprennent pas à quel point c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise de diversifier les ressources en interne. Aujourd'hui, tout le monde pense de la même manière, on n'avance pas, hein, on a les mêmes idées. Donc on n'a pas de créativité. La diversité, c'est une richesse pour une entreprise. Ça s'accompagne effectivement de l'égalité des chances. Hein. Il faut donner les mêmes chances aux employés une fois qu'ils sont dans la société. Mais vraiment, il faut que chaque société, quel que soit son secteur d'activité, comprenne à quel point c'est une richesse pour elle. À quel point c'est une valeur ajoutée d'avoir des collaborateurs d'origines diverses, d'avoir l'apport de nouvelles expériences, de nouvelles cultures dans son travail au quotidien, d'avoir de la fidélisation des compétences, parce que c'est ça aussi. Favoriser la diversité, donner les mêmes chances aux uns aux autres, c'est fidéliser les collaborateurs qui sont performants et qui savent qu'ils ont une chance d'évoluer au sein de votre entreprise. Donc c'est pas mal de choses, il faut sensibiliser les uns et les autres pour que tout le monde embrasse le projet de la diversité en entreprise et dans le milieu familial. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire entrer un peu des KPIs? Je suis presque tentée de demander à monsieur qui est responsable de la coopération de la Suède, en sachant que le modèle de la Suède est considéré comme un modèle pratiquement dans le monde en ce qui concerne la diversité. Est-ce que vous avez des suggestions à faire à la RDC par rapport à comment aborder ça pour justement permettre une diversité plus large, sachant justement qu'au final, ça peut être une source de productivité et d'innovation et de développement dans les pays qui mettent ça en pratique comme une politique. Je vais vous passer le micro. Et je vous ai reconnu, hein, malgré le masque. Merci beaucoup. Moi, je suis Joachim Beymont, chef de coopération à l'ambassade de Suède. Oui, en fait, en Suède, je pense la clé, c'est le dialogue entre les employés et l'employeur. En fait, l'engagement des employés aussi pour le succès des entreprises, en fait. Et l'engagement pour les employeurs, pour le succès des employés. C'est ça un intérêt commun qui est manifesté par un dialogue dans l'entreprise sur tous les niveaux. Et c'est ça donne aussi une base pour une diversité, parce que tout le monde est reconnu et tout le monde est inclus dans ce dialogue. Je pense peut-être c'est ça le secret de succès, le modèle suédois, je pense. Je pourrais faire un commentaire sur le sujet. En fait, je pense que tout à l'heure, tu as abordé quelque chose, tu as dit la difficulté, c'est déjà le recrutement. Okay? Il faut un programme, à mon avis, un programme vraiment national autour de l'emploi, autour du chômage. Il faudrait que l'État puisse aujourd'hui faire une évaluation, savoir déjà on a besoin de quel profil pour demain. Ensuite, aller chercher ces candidats déjà à l'école, au niveau des écoles secondaires, voilà, les lycées, les collèges, dire voilà, demain, comme je sais que j'aurai besoin, imaginons, de 100 professeurs qui doivent aller au nord du Congo, je dois me rassurer que je mène un certain nombre d'étudiants ou d'élèves vers cette profession, avec un accompagnement. Ne pas commencer ce travail au moment de recrutement, mais le commencer bien en amont. C'est-à-dire
déjà accompagner ces étudiants. Aujourd'hui, si tu fais un stage professionnel chaque année, tu acquiers de l'expérience au même moment que la compétence. Il y a beaucoup de personnes qui ont été engagées rien qu'à cause d'un stage. Je donne mon exemple. En G3, quand j'ai eu mon graduat, je suis allée faire un stage professionnel et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler. Quand je faisais ma licence, je travaillais déjà. Aujourd'hui, on peut encourager les jeunes à avoir des stages en parallèle au même moment qu'ils acquièrent des compétences. Ils auront à la fois de l'expérience, ils auront aussi les compétences et au moment de recrutement, ils vont percuter, quoi. Ils vont briller et ils seront retenus. Et déjà, où tu as fait ton stage, tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu sais faire parce qu'ils vont constater qu'ils ont besoin de toi. Il y a beaucoup de chances qu'ils te retiennent. Et après, c'est à toi de jouer, c'est à toi de pousser, c'est à toi d'oser de différents postes, mais c'est aussi à l'employeur d'investir sur les ressources. Mais maintenant, pour que l'employeur puisse investir correctement, il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille pour être sûr que ça reste à chance égale, il y a la diversité et à un taux acceptable. Vous parlez de quotas, là, on dirait. Vous êtes pour faire entrer une sorte de quota de diversité dans les structures? En tout cas, pour un début, je pense qu'il faudrait définir un quota. Pour pousser les entreprises à changer, il faudrait. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est dit dans le sujet. On parle de diversité, mais rien n'est défini. Mais si aujourd'hui, on définit un quota déjà minimum, donc du coup, on oblige toutes les entreprises, pas que les multinationales, mais aussi des PME. Il y a plusieurs entreprises et c'est encore pire parce qu'ils ne sont peut-être pas vus, mais ils vont choisir. Dans le recrutement, c'est clairement dit, je ne recrute que la personne qui habite Linguala parce que je n'aurai pas à payer le transport. Ça, c'est vraiment la discrimination. La question du quota risque d'être mitigée parce que certains diront que le quota risque de diminuer le côté de la méritocratie et on risque de remplir au fait les personnes plus par rapport à un quota que par rapport aux compétences. Donc je crois que la réflexion doit se poursuivre, mais c'est vrai que peut-être parfois il faut commencer quelque part, quitte à oser et puis voir comment réguler ça éventuellement. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. On pourrait peut-être avoir 2 réactions ou 3 du public, soit sous forme de questions ou de contributions par rapport à cette thématique de la diversité où on se cherche encore ici dans le pays. Oui, monsieur. Je m'appelle M. Rodrigue Kabea. Je suis chargé d'études au ministère des Affaires sociales provinciales. Oh, mais il fallait vous asseoir ici avec nous alors. On cherchait justement quelqu'un qui est de l'État pour répondre aux questions. Merci. Oui, je viens à peine d'arriver. Je vous ai pris déjà en train de terminer le sujet, mais ma préoccupation s'adresse principalement au chargé de coopération de l'ambassade de Suède. Même vous aussi, vous pouvez toujours m'aider à comprendre pourquoi, puisque vous avez évoqué un aspect de la réalité que nous avons ici au Congo. Vous avez parlé des jeunes qui cherchent l'emploi, mais il y a les personnes de 3e âge, okay? Les vulnérables. J'ai lu beaucoup de statistiques sur l'espérance de vie des personnes de 3e âge au Suède. J'ai remarqué qu'ils vivent plus longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont une politique de prise en charge qui permet à ces personnes-là d'être soutenues jusqu'à leur dernier jour. Bon, j'aimerais demander à monsieur le chargé de la coopération de la Suède s'il peut aussi nous éclairer dans ce sens-là.
Pour revenir à au débat que j'ai trouvé tout à l'heure, vous avez parlé du mode de recrutement qui était plus focalisé sur les relations. Bon, moi j'ai lu un article, il y a eu une enquête de l'université, je crois, d'Oxford, réalisée pendant 50 ans, où on cherchait quelle était la source des richesses, qu'est-ce qui faisait que les gens puissent réussir dans la vie, avoir beaucoup d'argent. Le constat était que ce n'était ni l'or, ni les diamants, ni autre chose. Ce sont les relations. Ce sont les relations. Alors, dans mon cours de management, en abordant cet aspect-là, on m'a montré que un recrutement qui passe par les relations humaines n'est pas forcément un mauvais recrutement. Pourquoi? Puisque c'est lui qui recommande quelqu'un, porte la charge, la responsabilité des compétences, comment je peux dire, de la bonne éducation de la personne qu'on va installer quelque part. Par exemple, c'est lui qui est censé gérer beaucoup d'argent. On doit, personnellement, on doit connaître, il vient de quelle famille? N'est-il pas dans... Est-ce qu'elle intègre? Oui. Est-ce qu'il ne va pas voler? Est-ce qu'il a une bonne éducation? Tout ça, ce sont des éléments. Je ne défends pas ce mode de recrutement. On va faire un peu comme dans la plénière de l'Assemblée nationale. Alors, je voudrais voir quelqu'un réagir par rapport à ce que monsieur vient de dire, c'est que les relations ne sont pas un frein par rapport au recrutement. Je n'ai pas terminé mon argumentation. Ok, allez-y. Donc, j'allais chuter en disant que ce recrutement-là, ça peut être aussi un bon recrutement dans la mesure où la personne qu'on recommande entre dans le boulot, se met à travailler. Au lieu de continuer à vivre après ces relations-là. S'il entre dans le travail, il montre de quoi il est capable pour travailler, ça marche. Donc la diversité, c'est bon, mais le marché de l'emploi, c'est comme le marché des biens et services. C'est celui qui offre l'emploi, qui impose les caractéristiques de la personne qui l'embauche. Alors, peut-être, au niveau du pouvoir public, il faut peut-être organiser les choses en termes qu'on puisse créer nos propres emplois, nos propres activités, raison pour laquelle nous avons besoin de soutien des ambassadeurs, de tout le monde pour nous aider à orienter nos politiques que nous avons afin de prendre en charge les personnes que nous gérons. Merci. Exactement. Peut-être que je vais passer la parole à M. David Pata qui est recruteur et qui justement peut-être peut nous donner une réponse par rapport à relations versus méritocratie, recrutement, etc., diversité. Merci beaucoup. C'est David Pata, directeur des recrutements à Sodeco, professeur des universités. En fait, lorsque vous abordez la question de la diversité et également de sa gestion, dans les contextes congolais, cette question s'inscrit dans l'histoire. Mobutu, paix à son âme, le fait président du Zaïre, en avait déjà fait la démonstration. Donc ce n'est pas une question d'actualité, ça date. Mobutu avait déjà fait la démonstration en nommant dans les différentes provinces, régions à l'époque, de personnes qui n'étaient pas originaires. Et il avait à ce qu'il y ait une sorte de représentativité. Ce qui a déjà à l'époque avait créé un certain équilibre. Et vous avez vu à Goma, un des anciens a fait la démonstration qui venait du Congo central. Il était même plus aimé, il a été voté que même les originaires. Ça c'est un. Deux, c'est que lorsqu'on aborde la question de la gestion de la diversité, Madame a évoqué la notion des quotas. C'est que Mobutu avait fait la démonstration, même à l'inscription à l'université de Kinshasa, même dans d'autres institutions à l'époque. Mais ça pose un problème. Aujourd'hui, nous avons une explosion en termes de démographie. Donc, ça devient difficile de maîtriser cet aspect des quotas. Mais il y a une autre approche qui pourrait intervenir, que nous avons nommée et expérimentée à Sodeco, l'approche de l'arc-en-cialité. Comment créer un groupe arc-en-ciel ou une administration arc-en-ciel en mettant en exergue l'aspect, n'est-ce pas, des représentativités provinciales. Nous avons 1000 candidats à recruter sous le financement de la Banque mondiale, avec l'appui du gouvernement congolais pour l'administration publique.
nous avons divisé de manière pratique 1000 divisé par 26. Ça donnait une affaire de 20 et quelques. Il y a un résidu. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, si nous prenons la norme pour juger, la norme donc, c'est-à-dire le point de référence ou la moyenne, pour juger les gens qui sont performants et moins performants, les gens performants recommandés, si nous prenons la norme nationale, on risquerait de sacrifier certaines provinces. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes basés sur le principe d'équivalence et de consistance interne. Nous sommes dit que chaque province a une certaine consistance en termes d'éducation, d'apprentissage, etc. Et donc nous sommes basés sur la moyenne qui a été dégagée pour chaque province. Ce qui a fait que, à la fin, nous avons pu avoir le meilleur pour chaque province. On a constitué une liste unique. En fait, à ce niveau, il est important effectivement que les entreprises puissent y veiller. C'est très important. C'est pour l'équilibre et de l'entreprise et également de la nation. Il y a aujourd'hui une notion très importante à prendre en compte dans cet aspect des choses, c'est que nous appelons l'ethno-justice, ethno-valais. Donc ce sont les ethno-composantes. Les ethno-composantes, c'est quoi? Ce sont les composantes qui, de nature ethnique, provinciale, agissent sur le comportement des gens qui sont en milieu de travail. Aujourd'hui, par exemple, dans les ethno-composantes, vous avez les ethno-emplois. Les ethno-emplois, c'est quoi? C'est que quand la première personne qui a été engagée dans une entreprise a eu les pouvoirs, a eu les postes de manière optive, mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, surtout ceux qui ont le pouvoir dans les entreprises, lorsqu'il s'agit de recruter les autres, ils ont tendance à recruter les gens de leurs origines. Qu'est-ce qui se fait? À un moment donné, pour certains emplois, vous avez un nombre important de gens d'une province X ou d'une région X. Ça devient comme si c'était l'emploi de X. À un moment donné, une parenthèse, vous me permettrez, vous avez entendu quand on voit les conducteurs des chariots, on disait quoi? Il y avait une étiquette qu'on donnait. C'est comme si c'était leur emploi et pourtant c'était les emplois de tout le monde. Donc en fait, c'est ça les dangers. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, vous verrez dans certains ministères, il y a plus de gens de tendance Y. Dans d'autres, il y a plus de gens de Y. Quand vous allez dans les universités, vous allez voir également ces tendances-là. Ça signifie qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une politique nationale qui doit effectivement édicter des principes, par exemple, d'arc-en-cialité en tenant compte des engagements et des postes. Voici ma contribution. Et il faut qu'il y ait une autorité de régulation qui veille. C'est ça. Parce que s'il n'y a personne qui contrôle, ça ne sera jamais respecté. Notre modérateur de Télé 50. Vas-y. Merci, madame. Sur ce point, j'ai une contribution, réflexion. L'intervention de notre frère du ministère des Affaires sociales au niveau de la ville-province est pertinente, mais les relations humaines aujourd'hui constituent aussi un frein ou bien une sorte d'antivaleur qu'on est en train de privilégier. De quelle manière? Mon enseignant de sociologie m'a dit les bonnes relations humaines sont un investissement et une banque inépuisable. Aujourd'hui, les recrutements dans certaines entreprises, en certains milieux, dans notre pays, ça se fait sur base d'appartenance à des cercles religieux, à des cercles spirituels. Recommandation. Parce qu'il fait partie de la confrérie. Et ça tue aujourd'hui les entreprises. Il est de la confrérie, mais il est médiocre. Parce qu'il fait partie de votre confrérie, il doit avoir un salaire et faire des contributions dans le cadre de votre cercle. Moralité, on a recruté des personnes piètres et l'entreprise en pâtit. L'entreprise va faire face à un problème de compétences. Il faudra former ces gens pour que l'entreprise atteigne des performances. Il n'appartient pas aux ambassadeurs ou aux partenaires extérieurs de nous aider à définir notre politique d'emploi. C'est à nous-mêmes de le faire. C'est à nous-mêmes de le faire. Je reviens à la préoccupation de David Pata. Mobutu
a mis des non-originaires dans les provinces à des postes de responsabilité, c'était pour qu'ils puissent être, il avait une politique de faire asseoir son pouvoir, mettre ces gens afin qu'ils puissent être des agents des renseignements dans ces provinces et lui aider à consolider son pouvoir. Et il est allé jusqu'à placer les épouses de ses collaborateurs comme étant des agents de renseignement vis-à-vis, auprès de ses propres collaborateurs. Donc, il faut la méritocratie au lieu des relations que vous jugez pertinentes dans le recrutement. On va Merci. prendre une dernière contribution ou question derrière, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme sujet, mais le temps nous est compté malheureusement. Et on pourrait éventuellement occasionner, Télé 50, vous pourrez occasionner carrément un débat sur le sujet, parce que je pense qu'il faut crever l'abcès sur ces questions. Merci, je m'appelle Bernard Béa, je suis un salarié de la République. Je pense que par rapport à cette question, nous devrions établir un équilibre. Dans ce que notre frère a dit, de l'autre côté, je pense qu'il a dit, ce n'est pas forcément médiocre. À mon avis, quand je prends en considération toutes les interventions, je pense que les relations ne devraient pas être la référence, premièrement. Mais il n'est pas exclu que dans les relations, s'il y a des recommandations, qu'on puisse passer par le filtre pour faire en sorte que, à compétence égale, peut-être à ce moment-là, on peut privilégier le référentiel pour dire il est compétent, mais au moins on connaît ses sources. Mais moi, je recommanderais plus fort ce que j'ai expérimenté quelque part, que quand tu es dans une entreprise, quand tu veux recruter, tu ne recrutes pas ta relation. Tu ne recrutes pas ton frère, tu ne recrutes pas ta soeur, tu recrutes quelqu'un d'autre qui serait compétent. Il y a des entreprises où, pour éviter les conflits d'intérêts, les personnes d'une même famille ne peuvent pas travailler dans la même entreprise et ça pousse la méritocratie. Merci. Je voulais apporter une précision. Les problématiques effectivement de recommandations ou de neutralité effectivement dans le recrutement. En réalité, en fait, même si vous avez un candidat pour un poste qui est recommandé, il faut qu'il suive au même titre que les personnes qui ne sont pas recommandées tout le processus de recrutement. Il faut qu'il passe les tests comme les autres et il faut que ce soit le plus méritant. C'est ça, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être recruté par une recommandation, c'est pas ça, mais à compétence égale en ce moment-là. C'est vraiment ça qui est probablement le plus grand frein ici. On parle toujours de recommander, une autorité à recommander à tel endroit, etc. On le prend sans poser de questions. On va peut-être pas rentrer dans un dialogue, mais je suis obligée. Bon, une seconde. Éclaircissez une seconde. Je ne sais pas si on a déjà dépassé le temps ou bien si les organisateurs nous autorisent peut-être à prendre encore une ou deux interventions. Je m'excuse. Hein. Ok. Je veux réagir un peu par rapport à tout ce qui a été dit. Ok. J'ai dit, et je soutiens, j'ai dit le mode de recrutement passe nécessairement par l'appel d'offres. Ok. Les postulants postulent, il y a un test. Ok. Et à l'issue du test, il y a peut-être un PV de sélection, tout ça. Toute la procédure, nous connaissons. C'est la meilleure procédure. J'étais seulement en train de donner une idée pour ne pas dire que ce mode-là était forcément mauvais. Bien sûr, oui. La procédure, c'est celle-là. Je réagis encore par rapport à la politique, par rapport à la prise en charge. Nous, au ministère provincial des Affaires sociales, nous avons une politique de prise en charge des vieillards. À travers nos divisions des affaires sociales, il y a même une politique qui consiste à récupérer les enfants chez Gay pour les recycler dans l'école qu'on appelle l'école non conventionnelle. Nous avons une politique prédéfinie par rapport à nous. Mais si nous demandons à ce que certains pays nous accompagnent, on ne demande pas qu'ils viennent s'impliquer dans notre politique. Non, nous n'avons pas besoin des pis-aller. Nous avons besoin de l'aide, d'accompagnement. C'est dans ce sens-là, c'est pour éclaircir. Hein. Okay. Oui, d'accord. Donc la question est adressée à monsieur le responsable de la coopération de la Suède. Oui, exactement. D'accord. Vous pourrez parler en bilatéral. Donc faites du networking ici aussi un peu. Hein.
Dernière question. On n'a pas vu de femmes intervenir, même Voilà. s'il n'y a que nous dans le panel. Mais mesdames, c'est vrai que les études disent que les femmes prennent qu'un tiers de parole en public par rapport aux hommes. Mais faites la différence, montrez que vous êtes ce tiers-là, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, monsieur. Merci pour la parole. Moi, c'est Raoul, conseiller juridique. En fait, j'aimerais aussi intervenir par rapport à la réaction de mon frère là-bas. En fait, il a parlé de la recommandation. Moi, je trouve que la recommandation en soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand cette recommandation n'est pas basée sur la compétence. Parce que à des niveaux un peu plus élevés, par moment, on demande à ce qu'il y ait des recommandations. C'est-à-dire, on va vers des personnes avisées, des personnes expérimentées, pour poser des questions du genre, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un à me recommander du fait de ton expérience, par exemple, dans tel ou tel autre domaine, pour que je puisse avoir une compétence avérée dans mes services, par exemple. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Et puis, par rapport à la proposition qu'on a faite ici, celle de dire qu'il faudrait prendre un quota par rapport aux représentativités, par exemple, dans chaque province, on prend autant de nombres. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous vivons cette expérience au niveau de notre gouvernement actuel, du gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est-à-dire que du fait de privilégier toutes les provinces, nous nous sommes rendus compte qu'on retrouve actuellement des ministres qui ne sont pas compétents. Du fait simplement parce qu'il appartient à un tel coin qu'on l'a pris dans les gouvernements, mais niveau compétence, il n'y a pas de compétence. Alors moi, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas une bonne méthode, et la bonne méthode serait basée nécessairement d'abord sur la compétence. S'il advenait que du fait de la compétence, certaines provinces sont exclues, il n'y a pas de problème, plutôt que d'intégrer toutes les provinces, mais qu'il y ait un manque de compétences. Dans l'absolu, vous avez sans doute raison, mais vous risquez de déclencher une guerre civile ici parce qu'on va se retrouver avec une surreprésentativité d'autres provinces, probablement. Exactement. Alors, Madame Mania, je vais ajouter quelque chose. On a entendu les interactions et tout ça. Normalement, sur un CV, on ne met pas ses origines, on ne dit pas, voilà, je suis de telle province. C'est très discriminatoire. Et puis, on ne se pose pas ce genre de questions. Il y a des nations qui, aujourd'hui, interdisent même de poser certaines questions sur le CV. Il faut que le CV reste le plus, si vous voulez, neutre ou objectif. C'est ça qu'on encourage. Mais aussi, comme l'a dit un des intervenants, les procédures existent, les procédures sont là. Les entreprises peuvent respecter les procédures et ils le font aujourd'hui dans le recrutement. Il y a des panels, il y a des PV, on reste droit, mais c'est surtout le support de l'administration que l'on cherche. Il faudrait que l'État puisse s'impliquer pour ça. Il faudrait qu'il y ait une régulation, il faudrait qu'on en parle ouvertement, il faut qu'il y ait des lois qui encouragent la diversité. Et au sein des entreprises, ce n'est pas seulement la responsabilité des ressources humaines, la diversité, mais de tous les managers. C'est au sein des équipes que le manager de proximité peut encourager d'autres ressources sans tenir compte du genre ou même de problèmes que la personne peut avoir comme un handicap, mais c'est par rapport aux compétences, au potentiel de la ressource qu'on l'encourage à aller plus loin. Donc, c'est à tous les niveaux de l'entreprise que ce problème ou la gestion de la diversité se fait. Pas qu'au niveau de ressources humaines, pas qu'au niveau du comité de direction, mais à tous les niveaux du management. Donc, je voulais insister sur ça. Oui, merci, c'était pertinent. Le mot de la fin, madame? Oui, donc j'appuie effectivement ce que madame Nancy en fait disait. C'est un projet en fait. Accompagner la diversité en entreprise, c'est un projet auquel pas seulement les entreprises doivent adhérer, il faut aussi que effectivement nous soyons accompagnés par l'État. Comme on le disait, c'est depuis la famille en fait. Déjà, enfin, on peut demander tout ce qu'on veut aux entreprises. Si déjà le vivier de recrutement des entreprises n'est pas équilibré, ben, on ne peut pas avoir des équilibres dans les entreprises. Donc il faut qu'on accompagne effectivement la scolarisation des populations qui aujourd'hui semblent marginalisées.
Deuxièmement, il faut de la sensibilisation, il faut des campagnes de communication pour montrer les succès. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Il faut que les uns et les autres comprennent que je mets ma fille à l'école, je mets mon enfant qui a un handicap à l'école. Il y a un modèle de quelqu'un qui a vraiment performé, qui a réussi et qui vient témoigner que c'est possible. Pour donner envie aux uns aux autres de jouer le jeu. Il faut que dans le marché de l'emploi même, déjà, on a l'ONEM qui est là, qui est déjà une institution qui existe. Il faut qu'eux, ils sachent accompagner les chercheurs d'emploi. Il faut qu'ils accompagnent les entreprises aussi dans la compréhension des enjeux de la diversité. Dans les CV qu'ils proposent, il faut qu'eux-mêmes, ils essaient de proposer de la diversité, ils encouragent les candidatures et qu'ils supervisent la neutralité. Et puis, je pense que quand on lance un projet, il faut quand même encourager les entreprises à jouer le jeu de la diversité. Il faut leur expliquer quels sont tous les avantages pour eux de favoriser cette diversité. Et je tenais à préciser aussi que en fait, la diversité, c'est pas juste augmenter le quota d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux dans l'entreprise pour augmenter quoi. Ça s'accompagne de l'égalité des chances, de l'objectivité. Donc aujourd'hui, accompagner la diversité, c'est surtout donner les mêmes chances aux gens d'évoluer. Après, effectivement, c'est les compétences qui permettront aux uns et aux autres d'évoluer. Ça pourra être des hommes, ça pourra être des femmes, mais il faut surtout, aujourd'hui, accepter les candidatures de tout type de personnes et il faut leur donner les mêmes chances de postuler, d'évoluer en entreprise. Voilà. D'accord, merci. Merci pour vos contributions respectives. Donc, on remercie également les panélistes. Je me remercie aussi d'avoir notre autoprojetée modératrice. Et voilà, merci. Vous savez, chez moi, on ne s'ennuie jamais. Quand on a une femme toujours à la recherche des nouvelles recettes de cuisine et des enfants branchés et toujours à la page, l'ambiance est top à la maison. Quand on a une famille comme la mienne, avec une bonne connexion Internet, travailler à la maison devient un réel plaisir. Profitez de plus de volume Internet pour surfer encore plus longtemps à la maison. Faites-vous doublement plaisir avec les nouveaux forfaits Homebox 4G+ d'Orange. À partir de 3000 unités, bénéficiez de 30 gigaoctets d'Internet au lieu de 10 gigaoctets. Ce n'est pas tout. En activant vos forfaits Homebox à partir de votre téléphone, vous recevez aussi un bonus Internet et des minutes d'appel sur votre numéro mobile. Tapez étoile 816 dièse pour activer plus de volume et doubler votre plaisir. Orange. Orange. Vous savez, chez moi, on ne s'ennuie jamais. Quand on a une femme toujours à la recherche des nouvelles recettes de cuisine et des enfants branchés et toujours à la page, l'ambiance est top à la maison. Quand on a une famille comme la mienne, avec une bonne connexion Internet, travailler à la maison devient un réel plaisir. Profitez de plus de volume Internet pour surfer encore plus longtemps à la maison.
Faites-vous doublement plaisir avec les nouveaux forfaits Homebox 4G Plus d'Orange. À partir de 3000 unités, bénéficiez de 30 Go d'internet au lieu de 10 Go. Ce n'est pas tout. En activant vos forfaits Homebox à partir de votre téléphone, vous recevez aussi un bonus internet et des minutes d'appel sur votre numéro mobile. Tapez étoile 816 dièse pour activer plus de volume et doubler votre plaisir. Orange. Orange. Terembe nidu tiwele Terembe nidu tiwele Ngwemetene Tembe nidu mabe kungo Nilamoye Nadungo tembe wali Nilamoye Nadungo tembe wali Mozo nangu nutitere Wangu no tembe kaya Mozo nangu nutitere Tembe kaya, wangu no tembe kaya Mono tabe momo, nzoni mo Oh, mbe Mota. Vous savez, chez moi, on ne s'ennuie jamais. Quand on a une femme toujours à la recherche des nouvelles recettes de cuisine et des enfants branchés et toujours à la page, l'ambiance est top à la maison. Quand on a une famille comme la mienne, avec une bonne connexion internet, travailler à la maison devient un réel plaisir. Profitez de plus de volume internet pour surfer encore plus longtemps à la maison. Faites-vous doublement plaisir avec les nouveaux forfaits Homebox 4G Plus d'Orange. À partir de 3000 unités, bénéficiez de 30 Go d'internet au lieu de 10 Go. Ce n'est pas tout. En activant vos forfaits Homebox à partir de votre téléphone, vous recevez aussi un bonus internet et des minutes d'appel sur votre numéro mobile. Tapez étoile 816 dièse pour activer plus de volume et doubler votre plaisir. Orange.